Le narcissisme pathologique, c'est un terme qu'on entend absolument partout, sur les réseaux, dans les discussions de tous les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour un clinicien? Loin des clichés, hein. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la vraie question, la voilà. Qu'est-ce qu'un narcissique au fond? Et pour y répondre, on va mettre de côté la psychologie populaire, la psycho de comptoir, pour plonger dans les perspectives bien plus complexes et nuancées des professionnels. L'idée, elle est simple. On va déconstruire ce concept en utilisant 5 cadres d'analyse, 5 regards cliniques qui sont à la fois puissants et très différents. Et ensemble, eh bien, ça nous donne une super boîte à outils pour y voir plus clair. On commence tout de suite avec les deux premières approches. Là, on va plonger direct dans le monde intérieur, aux origines de la souffrance narcissique. C'est un peu le grand match, le vide contre la blessure. Alors, pour Otto Kernberg, il faut s'imaginer le narcissisme comme une sorte de forteresse. Une forteresse creuse. Toute cette grandiosité qu'on voit de l'extérieur, c'est juste une façade. Derrière les murs, il y a quoi? Un vide immense, angoissant, rempli de rage et d'envie. Et pour que tout ça tienne debout, la personne utilise des défenses assez primitives, comme le clivage. Soit tout est génial, soit tout est nul. Juste en face, on a Heinz Kohut, avec une vision complètement différente. Pour lui, pas de forteresse. Non, c'est une blessure. Une blessure profonde, un soi qui n'a pas pu se terminer, qui est resté inachevé. Ça viendrait d'un manque d'empathie pendant l'enfance. Du coup, l'adulte passe sa vie à chercher dans le regard des autres ce miroir, cette validation qu'il n'a jamais eue, juste pour se sentir entier, juste pour exister. Voilà, c'est ça le cœur du débat, et ce tableau le résume super bien. D'un côté, Kernberg nous dit « La grandiosité, c'est une armure pour ne pas s'effondrer ». De l'autre, Kohut répond « Non, c'est un cri du cœur, c'est l'expression d'un besoin vital qui n'a jamais été comblé et qui cherche désespérément à être réparé. » Ok, on a vu le pourquoi à l'intérieur. Maintenant, passons au quoi. Qu'est-ce qu'on voit concrètement de l'extérieur? On va s'intéresser aux classifications, à la manière dont on catalogue ces comportements observables. Alors, le DSM-5, on peut dire que c'est la carte officielle, le manuel de référence en psychiatrie. C'est une approche très descriptive, une sorte de checklist. On y définit le trouble par une série de comportements qu'on peut observer. Ce sentiment de supériorité, ce besoin constant d'être admiré, ce manque d'empathie. C'est super utile pour poser un diagnostic, pour la recherche, c'est standardisé. Mais, et c'est un gros mais, c'est aussi sa limite. Ça décrit le quoi, les symptômes, mais ça ne nous dit absolument rien sur le pourquoi. Et c'est là qu'arrive Théodore Mélan. Lui, il nous propose une carte bien plus fine, bien plus détaillée. Son idée, c'est que le narcissisme, ce n'est pas un bloc monolithique. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même case. Il va donc distinguer des sous-types. Par exemple, le narcissique grandiose, celui qui est très sûr de lui, un peu arrogant, et puis le narcissique vulnérable, qui lui est hypersensible à la critique, rongé par la honte. Allez, on aborde maintenant notre 5e et dernière perspective. Et là, attention, on change complètement de braquet. On ne parle plus seulement de ce qui se passe à l'intérieur de la personne, mais d'une véritable stratégie relationnelle. Une stratégie calculée et, souvent, terriblement destructrice. Et ce schéma, il illustre parfaitement le cycle décrit par le psychanalyste Paul-Claude Racamier. Ce n'est pas juste de la maladresse. Non, c'est un vrai cycle prédateur. Ça démarre par une phase de séduction, souvent très intense. Puis, petit à petit, l'isolement. Ensuite vient le dénigrement systématique. Et le but final, c'est l'anéantissement psychique de l'autre, pour que le pervers narcissique, lui, puisse se sentir tout-puissant. Et cette phrase de Racamier, elle est glaciale de vérité. Ça montre bien la violence du processus. Le but, ce n'est pas juste de dominer, c'est de démolir, de mettre l'autre en pièces psychiquement, pour se nourrir de ses débris. Bon, on a vu 5 perspectives, 5 visions très différentes. La question, c'est comment tout ça s'articule. Est-ce qu'elles s'opposent? Pas forcément. En fait, il faut les voir comme une boîte à outils. Une boîte à outils complète pour le clinicien, pour qu'il puisse naviguer dans toute cette complexité. Ce tableau, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. D'un seul coup d'œil, on voit à quoi sert chaque outil. On a le DSM-5 pour le diagnostic de base, Million pour affiner le portrait robot, Kernberg pour sonder les profondeurs de la structure, Kohut pour comprendre la blessure d'origine, et Racamier, qui est un peu le système d'alerte en cas de danger relationnel. Ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, ça se passe comment? Comment un thérapeute fait pour utiliser tout ça et aider concrètement une personne? En fait, le processus est assez logique, tout s'emboîte. Première étape, on identifie. On utilise le DSM et Milon pour savoir de quoi on parle, pour cerner les comportements, le profil. Deuxième étape, on essaye de comprendre.
Est-ce qu'on est plutôt face à une forteresse à la Kernberg ou plutôt face à une blessure à la Cohute? Et enfin, étape cruciale, l'alerte. Si on détecte un schéma destructeur à l'Aracamier, alors là, toutes les alarmes sonnent. La priorité absolue, c'est la sécurité. Et on termine avec cette idée-là. On a une seule structure de personnalité, mais plein de manières de la regarder. Et il n'y a pas une seule bonne réponse, une seule vérité. La vraie richesse, c'est de savoir jongler avec toutes ces perspectives. Alors la question, ce n'est peut-être pas laquelle a raison, mais plutôt comment, ensemble, elles nous aident à éclairer quelque chose d'aussi complexe et douloureux que la souffrance humaine.